Bonjour, vous êtes à l'émission Cause toujours. Je suis Nadine Cazenave, la directrice de l'Association des auteurs des Laurentides, dont notre mission est de promouvoir, vous faire connaître, vous faire peut-être découvrir les nombreux auteurs talentueux que nous avons dans notre région. Donc à chaque émission, que vous pouvez voir 2 fois par mois sur la TVCL, vous allez découvrir de nouveaux auteurs. Aujourd'hui, pour m'accompagner, est présent avec nous Denis Vézina. Bonjour Denis. Bonjour. Donc, qui est un auteur avec plusieurs cartes à son actif. Ce n'est pas un auteur simplement de romans historiques, il écrit aussi pour la jeunesse. Oui, c'est ça? Pour la jeunesse, roman philosophique aussi. Voilà. Et un futur pour les jeunes adultes. Les adolescents. Un thriller. Thriller, oui. Ok. Oui, il n'y a pas souvent enfin, cette tranche d'âge spécifique est un peu pauvre en littérature souvent. Oui, effectivement. Hein? C'est difficile aussi d'écrire pour les jeunes. C'est plus difficile, moi, je trouve. Pour les adultes, c'est quelque chose. Pour les enfants, Okay. pour les adolescents, les jeunes adultes, moi, je trouve ça un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que les intérêts sont très diversifiés, parce qu'il y a des adolescents qui sont plus intellectuels, plus sportifs, plus n'importe quoi, mais aussi parce qu'ils changent beaucoup d'une année à l'autre. Entre 14 et 17 ans, on vit beaucoup de choses, puis nos intérêts sont diversifiés beaucoup. Ah oui, ok. Bon, ben c'est intéressant, je n'avais pas perçu ça du tout. On va peut-être parler dans un premier temps du roman historique, parce que Oui. le roman historique, c'est pas l'histoire, Non. c'est le roman. C'est le roman, oui. C'est quoi la différence? Ben, pour moi, la différence entre le roman historique et le livre d'histoire, le livre d'histoire est essentiel, je trouve, parce que c'est une connaissance objective de l'histoire. Ça prend beaucoup de sources, ça prend beaucoup de recherches, et il faut pour affirmer une chose dans un livre d'histoire, il faut avoir fait beaucoup de recherches, puis il faut démontrer presque scientifiquement que ce qu'on affirme, c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. J'aime pas la vérité, mais disons que ça s'y rapproche le plus. Le roman historique va permettre, à mon avis, puis c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'aller un peu fouiller dans les coins sombres de l'histoire, dans les choses qui n'ont pas été encore révélées. On sait que ça existe, mais les livres d'histoire n'en parleront pas parce qu'il n'y a pas assez de sources, il n'y a pas assez de documents écrits. Donc, le roman historique, on peut aller un peu fouiller dans des données qui ne sont pas très claires. Et puis, je pense que, en fait, avec l'humanité que les auteurs ont, ben, on peut un peu imaginer ce qui a pu se passer à ce moment-là. Alors ça, je trouve ça intéressant. Moi, comme tout le monde l'a compris, je suis une immigrée au Québec. Et puis j'ai été immigrée dans d'autres pays auparavant. Et je me suis rendu compte que le roman historique était ma première porte d'entrée pour m'intégrer dans un pays et le comprendre. Donc pas la grande histoire, parce qu'avant de comprendre la grande histoire, il me fallait comprendre la petite histoire quotidienne. La petite, quand je dis petite, c'est pas péjoratif, c'est notre histoire quotidienne de nous, nous humains très simples qui vivons chaque jour des choses. Oui. Et ça, souvent, ça n'intéresse pas la grande histoire. Ça intéresse la grande histoire, sauf que le roman historique va permettre justement d'aller un peu débroussailler des terrains que la grande histoire où elle ne va pas. C'est ça. C'est ça. Et puis, je trouve que ça, vous avez dit le mot humanité, ça donne de l'humanité à l'histoire.
hein. Exactement. Oui. Parce qu'on s'approprie finalement des personnages et Oui. on se rend compte que ben, si j'avais vécu il y a 100 ans, 200 ans, Oui. peut-être que j'aurais ressemblé plutôt à elle ou lui. Oui. Ben, en fait, une des grandes différences entre le roman historique et le livre d'histoire, c'est les sentiments, c'est les émotions. Dans le livre d'histoire, il y a pas, en principe, il n'y a pas d'émotion. C'est pas, on reste objectif. Dans le roman historique, là, on peut être subjectif. On peut amener justement toute l'émotion, toute la passion. On peut avoir des histoires d'amour. On peut ajouter tout ça. C'est effectivement, c'est un peu difficile parce que quand on écrit toujours avec notre époque. On est lié à notre époque. Notre époque nous construit d'une certaine manière. Donc, comment on va évaluer une époque passée va être teinté de qui on est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais il reste que les êtres humains, à mon avis, de tout temps et de tout lieu, ben, restent des êtres humains avec les joies, les peines, le goût de rire, le goût de faire des folies et des sentiments qui sont partagés. Mais là, quand vous construisez un roman historique, bon, j'imagine que vous vous appuyez sur la grande histoire, des faits réels, ou le plus près de la vérité, comme vous dites. Puis ensuite, quand vous passez dans la partie, en effet, humaine, romanesque, là, est-ce que là, vous faites quand même des recherches? Parce que vous le dites, là, c'est teinté de qui on est. Est-ce qu'on peut imaginer que un homme d'aujourd'hui qui réagit à une situation, je ne sais pas, par exemple d'adultère, aurait eu la même réaction qu'il y a 100 ans ou 150 ans. Donc, est-ce que vous faites des recherches là-dessus? Ah ben oui, il faut Ah oui, absolument. Sinon, c'est une série d'anachronismes là, qu'on fait. ok. Euh, si il n'y a pas de cellulaire au 19e siècle, là. On ne peut pas appeler notre blonde, notre chum pour lui dire on ne rentrera pas ce soir. Là. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut aller découvrir. Puis c'est une très longue recherche, en fait, avant d'écrire un roman historique, parce qu'il faut avoir toutes ces données-là avant de commencer, pratiquement. Ok. Parce que justement, dans une situation, vous dites un adultère, mais l'adultère au 19e siècle est certainement pas le même qu'au 20e siècle ou qu'au 18e siècle. Ok. D'ailleurs, les lois ne sont pas les mêmes. La femme dans la société n'a pas le même rôle qu'aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de recherche, oui, effectivement. Ok. Pour tout, en fait. Mais pour revenir à mon premier témoignage personnel, là, quelle importance a l'histoire dans notre vie, autant la grande que la petite histoire, euh, on sait, ben, on est nombreux à l'école là, à pas avoir été super passionnés par les cours d'histoire, Dont malheureusement. moi. Moi, Voilà. Et j'étais pourtant, nul et en pourtant, vous histoire. écrivez aujourd'hui des romans historiques. Oui, non seulement j'ai écrit des romans historiques, mais j'ai fait ma maîtrise en histoire et j'ai fait un doctorat en histoire, pratiquement. Je n'ai pas terminé. Mais c'est justement parce que quand je faisais mon doctorat, en fait, Molly Galloway, c'est un peu ma thèse de doctorat. Parce que quand j'étais aux études doctorales, je trouvais que ce qu'on étudiait était très spécialisé et allait intéresser des gens, une très petite portion de la population, en fait, des gens qui étaient vraiment intéressés par l'histoire comme telle, les livres d'histoire, puis tout ça. Moi, puis en même temps que j'étudiais au niveau doctorat, euh, j'étais dans un musée. Je travaillais dans un musée. Et puis là, ben, je voyais que les gens que je côtoyais, les visiteurs qui venaient, ben, avaient plus ou moins de notions historiques. Puis moi, je trouve que l'importance de l'histoire, on devrait y faire une place beaucoup plus grande. Moi, je trouve, en tout cas, dans à peu près tout, et dans tous les domaines, parce que de connaître l'histoire,
fait en sorte qu'on va s'impliquer différemment dans notre société. Jeter une canette d'aluminium par terre au niveau environnemental, mais on sait que ça va se répercuter sur les 400 prochaines années. Alors, il faut avoir une espèce de conscience historique du fait que quand on laisse cette canette-là, ben dans 400 ans, où on va être mort, dépassé, on va nous avoir oubliés, mais cette canette-là, elle va rester. Donc, en prenant conscience que le passé amène des répercussions au présent, ben on prend conscience que ce qu'on fait aujourd'hui va amener des répercussions pour nos enfants puis nos petits-enfants. Le futur. Donc, quand j'ai écrit Molly Galloway, c'était un peu pour faire en sorte que les gens qui, comme moi en fait, avaient à l'origine pas vraiment d'intérêt pour la grande histoire, puis les dates, puis tout ça, aient l'envie de se lancer justement dans une connaissance plus légère de l'histoire, mais qui soit interpellée humainement. Alors, Molly Galloway, c'est vraiment un roman d'aventure. Il y a la passion beaucoup, il y a une histoire d'amour, puis tout ça, mais c'est basé sur des faits historiques réels, mais qui sont accessibles. Moi, c'est l'accessibilité, la vulgarisation de l'histoire qui m'intéressait là-dedans. C'est sûr que quand on commence à s'intéresser à l'histoire, est-ce que c'est pas aussi une histoire d'âge et de conscience? Est-ce que on voit des jeunes gens qui s'intéressent à l'histoire très très tôt, mais c'est plutôt rare? Est-ce que ça ne nous demande pas une certaine conscience finalement de la vie, du début, de la fin, que nous-mêmes on a une histoire et que cette histoire a un début puis une fin, puis elle est enracinée finalement dans l'histoire de notre propre famille, ou pas, parce que des fois on n'a pas l'origine de notre propre famille, et qu'on va la transmettre peut-être à nos générations futures. Est-ce que tant qu'on n'a pas cette conscience-là, c'est peut-être ça qui fait que on voit absolument pas l'intérêt de l'histoire? Ben, moi je dirais que moi, si je n'ai pas aimé l'histoire, c'est parce que ça me touchait pas. Ça me rejoignait pas. Quand j'étais jeune, les cours d'histoire, c'était une série de dates, série de personnages, série de... Puis il fallait apprendre ça par cœur. Puis il n'y avait pas de lien vraiment les uns avec les autres. Ça n'avait pas d'intérêt. Moi, je trouve que ce qui fait qu'on est intéressé par l'histoire, c'est quand l'histoire devient une histoire. Quand on raconte l'histoire comme une histoire. Ouais. Puis ça, moi, en fait, tout mon primaire, tout mon secondaire, je détestais l'histoire. Puis c'est à un moment donné, quand j'ai eu un prof d'histoire. Puis ça, je trouve que les professeurs ont vraiment eu un rôle déterminant dans le fait de propager le goût de l'histoire. Puis c'est quand ce prof-là est arrivé en avant de la classe, puis vraiment, il nous a expliqué l'histoire, mais avec un sens. Il en donnait un sens. C'était pas une série de dates, c'était vraiment... Il donnait un sens à l'histoire, puis il nous impliquait émotivement aussi là-dedans, parce que finalement, raconter l'histoire, c'est raconter notre propre histoire. Donc c'est vraiment le rôle d'un professeur qui a fait en sorte que je suis passé de cancre à spécialiste au niveau de l'histoire. En définitive, on est tous nos propres historiens de notre propre histoire. On devrait déposer notre propre histoire tous. Ah oui. Ben, pour nous-mêmes et pour notre famille et notre entourage. Oui. Ah ben, je trouve qu'en plus, c'est le temps présentement, la pandémie. Moi, je trouve que les gens devraient s'asseoir, puis prendre 10 minutes, laisser la télé de côté, puis écrire vraiment
quand ils sont nés, à quelle école ils ont été, dans quelle ville, dans quel village, sur quelle rue, puis un peu décrire qu'est-ce qu'ils ont vécu, ne serait-ce que quelques mots, en fait. Pas nécessairement de penser à écrire un roman, mais juste de faire une liste des grands événements de leur vie. Puis ça, mais c'est un cadeau incroyable là, pour les enfants, puis encore plus pour les petits-enfants, quand ils vont découvrir cette lettre-là de leur grand-père ou de leur arrière-grand-mère, qui va décrire un peu la vie qu'elle a vécue. C'est un C'est des trésor. portraits d'époque. Mon papa a fait ça à 80 ans, qui n'est pas un littéraire, qui n'avait jamais écrit, c'était un artisan très manuel, mais il a eu le besoin d'écrire son histoire avec ses mots, simplement. C'est pas un écrivain, là, mais il a déposé, il a fait 3 guerres. Moi, j'ai découvert une époque que c'était impossible. Sans les propos de mon père, j'aurais absolument pas eu l'idée de qu'est-ce qu'il vivait à cette époque-là et pourquoi. Tu sais, je me disais, pourquoi tu as fait 3 guerres, là, tu sais, la guerre d'Allemagne, pourquoi tu es allé en Indochine, tu étais français, pourquoi tu es allé là-bas, puis tu as fait la guerre d'Algérie, mais pourquoi tu courais après les guerres, tu faisais quoi? Et en fait, c'est au travers de son témoignage qu'on comprend à l'époque l'état d'esprit, pourquoi ils faisaient ça, pourquoi les hommes allaient se battre avec autant de force et d'engagement. Oui. Puis ici, en plus, moi je trouve que l'histoire des immigrants ici, c'est une histoire tellement riche parce qu'elle apporte justement une autre chose que l'homogénéité d'un peuple. Alors, ça amène vraiment des différences incroyables. Là. C'est d'une richesse. Et c'est une chance d'enlever toute une panoplie d'irritants. Parce que derrière un irritant, il y a une incompréhension. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Et puis, comme je ne le comprends pas, ben, je le juge. Exactement. Avec ma lumière à moi, mon histoire à moi, je trouve ça stupide, inutile, je comprends rien, d'où ça sort, et ça devient un irritant. Exactement. Alors qu'il y a une raison à tout ça. Exactement. Puis moi, je trouve que l'histoire, ou avoir conscience de l'histoire, c'est déjà parce que l'histoire, ce n'est qu'une série de paradoxes, une série de choses qui arrivent puis que, en fait, imprévisible. La décision d'un amène une chose qui va bouleverser la société, mais c'est vraiment c'est des choses qui font en sorte qu'on comprend mieux le présent, on est plus ouvert, justement, à avoir une compréhension plus globale des choses, puis à avoir une ouverture aussi. C'est passionnant tout cet aspect historique. On va bientôt aller à la pause parce que vous êtes riche là, il y a beaucoup d'autres choses, d'autres sujets à parler. Après la pause, on va parler de vos romans jeunesse aussi, parce que vous vous adressez aux tout jeunes, en attendant de s'adresser aux adolescents. Donc, c'était très intéressant. On va peut-être revenir au cours de l'émission sur les aspects historiques, mais on va se reprendre. Donc, on va vous revenir après la pause, toujours avec Denis Vézina. Merci, à tout à l'heure. Bienvenue parmi nous. Nous sommes de retour après la pause. Nous sommes toujours dans l'émission littéraire de l'Association des auteurs de Laurentide, dans l'émission Cause toujours. Généreusement, cette tribune nous est généreusement offerte par la TVCL. Et je suis toujours en compagnie de Denis Vézina, mais une autre facette de Denis Vézina. Vous avez entendu parler du roman historique. Maintenant, nous allons parler du roman jeunesse. On ne va pas chercher le lien entre les deux, mais... c'est moi. C'est moi le lien. Voilà. C'est toujours... Derrière tout écrit, de toute façon,
Il y a toujours de soi. De Oui. soi. Oui. D'accord. Mais en quoi on retrouve Denis dans les romans des jeunes? Oui. Ben, en fait, vous m'auriez demandé qui je vous aurais répondu que je suis un peu de tous les personnages que j'ai inventés. Parce Ok. qu'on me retrouve un peu là-dedans. Puis je pense que à peu près tous les auteurs se retrouvent dans leurs écrits. Les romans jeunesse, c'est ceux-là. C'est une petite série qui s'appelle Victor. Oui. Alors, il y a Victor et Victor. Victor l'Invincible et un chat nommé Victor. C'est une famille. C'est une famille où tout le monde s'appelle Victor. Ah, Le ok. père, le grand-père, le chat, le fils, tout le monde s'appelle Victor. Ouais, les garçons, en fait. J'ai écrit ça parce que, en fait, moi, j'étais un enfant extrêmement timide, extrêmement réservé, extrêmement sensible. Puis je me suis dit que euh, je voulais écrire un roman que j'aurais aimé lire lorsque j'étais enfant. D'accord. Alors j'ai écrit Les Victoires pour ça. En fait, ça a été Et, que- ma et, que- bougie d'allumage. et qu'est-ce que c'est qui peut plaire à ce petit garçon timide qu'il y a dans ce roman qu'il n'y avait pas dans les autres? Ben, Victor et Victor, en fait, lui, il voudrait être parfait. Il voudrait répondre aux exigences de ses parents, son professeur et tout ça. Et puis son grand-père lui donne un livre en lui disant, avec ça, tu vas devenir parfait. Oh, Tu as juste à chercher dedans un mot, puis tu deviens tu as parfait. toutes les Tu réponses. as toutes les réponses. Mais c'est un peu un guet-apens, Oui. parce qu'à un moment donné, en fait, Victor a envie de péter. Puis là, il va chercher péter, puis ça dit, vous pouvez pas péter, Interdit, ça. interdit, vous allez vous faire... c'est bon pour la tôle, pour la pendaison, c'est impossible. Alors il se retient, puis un de ses amis se retient tellement qu'il devient malade. Puis là, son grand-père lui dit vraiment, ça va pas la tête d'être parfait comme ça, de vouloir être parfait comme ça. Puis là, ben, il comprend finalement qu'on est tous imparfaits et que c'est dans l'imperfection qu'on devient humain. Qu'on devient humain. Alors, moi ce qui m'intéresse, bon, je pense que c'est un livre très intéressant pour les jeunes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'auteur adulte, aujourd'hui, qui a le besoin, on a entendu pourquoi vous vouliez écrire un livre comme celui-là, mais là, pareil, où est-ce que vous allez chercher vos idées? J'entends que, bon, c'est vous. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on est comme un kaléidoscope, on a plusieurs facettes, il y a plusieurs Denis, et puis ces Denis-là jouent ensemble. Il y en a un qui domine, il y en a un qui est plus dans son petit coin. Et est-ce qu'on est encore comme ça, adulte? Faudrait demander à ma psy. Non, oui, on est comme ça adulte longtemps, mais je pense qu'on est tous, en fait, on a beaucoup de facettes à l'intérieur de nous. On est tous timides par moments, on ne l'est pas à d'autres. Il y a des personnes qui nous attirent, d'autres qui ne nous attirent pas. Qu'est-ce qui fait? C'est la nature humaine, finalement. Puis c'est ce qu'on retrouve, finalement, dans tous les romans. C'est la nature humaine, puis c'est les expériences de vie qu'on fait qui nous forment ou nous déforment, parfois, mais c'est un peu... Mais moi, en tant que lectrice, je lis beaucoup. Il m'arrive, pas tout le temps, parce que le roman va plus ou moins m'inspirer, mais sur certains romans, j'ai vraiment l'impression de réveiller comme une mémoire qui est en moi et me sentir vivre comme cette femme du 18e, ou Mhm. ce cavalier qui traversait les plaines de la Sibérie au moment de la grande armée ou des choses comme ça. C'est quand même incroyable ce que un auteur est capable de réveiller chez un être humain.
Oui, mais en fait, moi, ce que je trouve, c'est que la littérature, c'est un des seuls arts où l'auteur est aussi un créateur. Quand on voit une peinture, en fait, on nous envoie une image. On va ressentir les choses différemment. Chacun va, devant une peinture, Mhm. Une selon émotion. son vécu, qu'est-ce qu'il est, puis tout ça, on va vivre des choses différentes. Mais on nous projette une image qui est la même. Alors que quand on lit un roman, puis pour moi, c'est ça la distinction du roman, puis c'est ce qui en fait un art extraordinaire, c'est que le lecteur va s'imaginer euh, le roman lui-même, il va le créer lui-même. Si par exemple je dis un homme grand traverse une forêt la nuit, ben chacun a Oui, son image. oui. Vous vous êtes fait une image de ça, je me suis fait une image. Qu'est-ce que c'est un homme grand la nuit pour vous? Et pour moi, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est une forêt? Vous avez vu des sapins, j'ai vu Des érables. des érables. Euh, donc, chaque auteur, chaque lecteur va créer une autre dimension, un autre ouvrage. Donc, l'auteur va fournir de l'information, mais le lecteur va finir, va compléter, en fait, cette création-là. Ah, c'est intéressant. Presque, on devient co-auteur avec Qu'auteur. l'auteur. Oui, oui, Hein, oui. et l'émotion, finalement, c'est nous qui la créons au travers de ce qu'on De ce que imagine et vous qu'on met êtes. dedans. Ben oui. Puis c'est ce qui fait que la littérature, justement, est un art extraordinaire. Là. Et puis c'est sans fin. C'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, à mon avis, quand on va voir un film à partir d'un livre, c'est jamais ce qu'on pensait. Le personnage, ah non, on ne l'avait pas imaginé. Mais non, c'est sûr. On l'a imaginé selon nous. Il aurait fallu faire autant de films qu'il y a de lecteurs. Oui. C'est le lecteur qui a produit le film, Oui. qui lui avait imaginé ce personnage-là comme ça, Ça. selon sa propre perception. Ah oui. Mais C'est- chacun va avoir sa perception. mon Harry Potter est beaucoup plus beau que celui que j'ai vu à la Voilà. télévision. C'est ça. Mais quand j'ai lu le livre, j'en ai fait quelque chose d'absolument extraordinaire, Ouais, c'est ça. bien plus beau que ce que j'ai vu. Ouais, ouais. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est cette diversité. C'est-à-dire que, vous voyez, je parle de Harry Potter volontairement. On peut avoir des émotions. Je lis beaucoup à voix haute des histoires à mes deux petits-fils. Et au travers des livres d'enfants, l'adulte que je suis, la vieille grand-mère que je suis, continue à ce que vous dites là, à créer. Oui, À oui. créer des choses que, ben, bien sûr, je ne pouvais pas créer quand j'étais jeune, mais c'est comme si on se réapproprie l'histoire avec ce qu'on est aujourd'hui. Ben, puis c'est ce qui fait que pour moi la littérature est un art extraordinaire. Parce qu'il permet ça justement. Il permet à chacun de devenir un créateur. Ok, il stimule la création chez l'autre, il stimule l'émotion et la création. Le cerveau va construire un personnage même si on lui donne deux éléments. Un homme grand Ça y est. avec chauve, ben, on a juste dit trois choses, là. Ouais. Mais vous l'avez dans la tête, vous l'avez complètement, vous pourriez me le décrire de Ouais. A à Z. Oui. Le cerveau ne peut pas juste voir une tête chauve puis une personne grande, elle le voit complètement. Donc, c'est le travail aussi que vous faites au moment d'écrire. C'est-à-dire que votre petit Victor, ok, ça vient de vous, mais comme vous dites, là, vous lui mettez des cheveux courts, frisés, longs, bruns, vous l'habillez comment? Il est petit, il est gros, il est grand, et Mais il faut que l'enfant ou la personne, le lecteur, peu importe ce qu'il est, il faut qu'il réussisse à s'approprier ce personnage-là, ok. à faire en sorte qu'il fasse partie de sa vie, en fait.
Donc, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que il faut que vous laissiez suffisamment d'espace au lecteur pour se l'approprier, ou au contraire, vous le définissez plus particulièrement pour que ce soit très précis, et puis que même quelqu'un qui a pas forcément l'habitude d'imaginer va s'accrocher et va se l'approprier? Ben, moi, personnellement, j'essaie de ne pas trop définir les Ok. personnages. J'essaie que le lecteur, justement, ait la latitude pour en faire le personnage qu'il veut. Puis ça, moi, je trouve ça tellement fantastique. Quand quelqu'un me parle, par exemple, de Molly Galloway, et me la décrit. Et c'est pas du tout le personnage que moi j'ai Ah pensé, oui. parce que moi, c'est ça. Même si je ne la décris pas, elle est décrite, là, mais c'est pas un personnage comme des personnages où il y a une description très élaborée. C'est une définition très succincte, quand même, assez succincte. Donc, ça me fascine de voir comment les gens peuvent me dire, ben Molly, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis mais je suis content de savoir que pour vous, elle est comme ça. Je comprends pourquoi je déteste dans les livres d'histoire quand il y a des photos de personnages. Je suis toujours systématiquement déçu. Je dis, oh mais non, elle est pas belle, elle n'était pas comme ça dans ma tête. Et puis très vite, je tourne la page et je reviens à ma représentation, Oui, oui, qui est pas la bonne, mais ça fait rien, oui, j'y tiens. oui. C'est pas forcément qu'elle est embellie, c'est qu'elle Elle est ce que elle me vous parle. imaginez. Moi, c'est la complicité des imaginaires, en fait. C'est Je ça. trouve, je trouve que c'est justement, moi j'ai un imaginaire, je le mets par écrit, et vous avez un imaginaire et vous complétez, en fait, ce que moi j'ai écrit. C'est ça. Donc, ça fait un tout Ce qui pourrait unique. expliquer éventuellement que un livre ne nous convienne pas parce que nos imaginaires se complètent pas. Ben oui, ça c'est certain. Hein? Moi, je pense aussi qu'il y a c'est personnel, mais je trouve que quand le livre est trop axé sur le nombril d'une personne, il y en a, ben, on se sent plus distant aussi. On embarque moins, moins bien, moins vite, parce que ça nous touche moins personnellement. Donc en fait, le secret, oui, ça doit partir de vous parce que ça peut pas partir d'ailleurs, Non. mais en même temps, faut prendre de la distance et laisser de l'espace finalement. Oui, oui. Ben, à mon avis, il faut laisser beaucoup d'espace au lecteur, parce que c'est dans cette créativité-là, ce lecteur-là, qui va construire tout le roman. Mais Et comment vous savez que vous avez laissé de l'espace? À quel moment vous dites, oh là, j'embarque trop de moi là, ça va trop loin, c'est trop moi là? Vous percevez ces moments-là, vous, quand vous écrivez? ben, ça dépend beaucoup. Je dirais qu'un roman historique, ça reste quand même, les balises sont assez claires, parce que ça reste dans l'histoire, dans les faits. Molly, par exemple, va parcourir le 19e siècle, une bonne partie du 19e siècle. C'est 40 ans d'histoire. Donc, puis on intègre un personnage dans un fil conducteur qui est l'histoire réelle. Donc, c'est assez... la contrainte est assez évidente Mm. pour moi, Mm. qui écris, Mm. et j'imagine pour les auteurs qui écrivent Mm. des romans historiques. Quand on sort de ça, quand on va complètement dans quelque chose d'imaginaire, ben là, oui, là, c'est beaucoup plus personnel. Mm. Et à mon avis, il faut faire attention de ne pas trop tourner autour de son nombril. Trop s'identifier. Ouais. Parce que mon nombril, c'est mon nombril, puis c'est pas le vôtre. Fait que, Mais sur un roman comme Molly, est-ce que vous vous sentez plus proche d'un personnage? Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un personnage qui est plus vous? Vous en avez un à vous préféré là-dedans? ben, en fait, moi, je trouve que tous les personnages sont un peu... Un peu. viennent de nous.
ou viennent de nos amis. Mhm. Moi, il y a un personnage dans à peu près tous mes romans qui revient, qui est un de mes amis. Je mets son nom, ben son nom en fait, pas son nom réel, mais Oui. puis il va se retrouver un peu partout. Ah, d'accord. Fait que, mais puis il y a des traits. Je pense que pour être un auteur, faut capter notre environnement, il faut capter les autres, il faut être capable de voir les différences entre qui on est et ce que les autres sont, et de voir aussi avoir des qualités, des défauts qui sont pas les siens, mais qu'on peut percevoir chez les autres. C'est intéressant d'ailleurs quand on écrit un roman, de définir les personnages assez clairement, d'avoir des fiches personnages, de dire, ben, lui, c'est quelqu'un qui s'emporte plus facilement, puis qui est toujours en colère, ce qui n'est pas mon cas. Mhm. Donc, mais il faut se rabattre justement sur, quand on écrit, avec un personnage comme ça qui est colérique, par exemple, ben, il faut se rabattre sur sa psychologie. Là. Mhm. Dans une situation, un personnage va réagir d'une manière, puis ce personnage colérique-là, ben, il va piquer une crise. Ok, mais vous qui n'êtes pas colérique, comment vous savez qu'il va réagir comme ça? Qu'est-ce qu'il ressent? Ben parce que c'est Vous observez? l'habitude de la vie, je pense. Vous Oui, observez? oui, ben c'est C'est ça, des grands écrire, observateurs. écrire c'est beaucoup observer. Oui. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il faut être capable de retranscrire les vraies émotions, les vrais sentiments, parce que si on est à côté, ben, ça Oui. sonne faux tout de suite. Ben oui, puis en fait, je pense que si on écrivait sans définir les personnages, ben on écrirait toujours sur soi. Ce serait plate, en fait, parce que le personnage Oui. serait toujours le même. Il faut définir ces personnages puis qu'ils soient différents les uns des autres. Là. Ouais, très bien, ok. Mais bon, j'espère que ça vous intéresse, chers téléspectateurs, parce que moi, je trouve ça très intéressant de connaître la petite cuisine qui se passe derrière la tête d'un auteur. Donc nous allons aller encore à une pause et puis nous aurons encore le temps de reparler avec Denis Vézina. Vous voyez qu'à côté de moi, ces livres ont même été traduits en coréen. En coréen, En oui. coréen. En coréen. C'est les livres jeunesse. C'est les livres jeunesse qui sont lus par les petits Coréens. Donc, J'ai merveilleux. jamais été en Corée. Incroyable, incroyable. Donc vous voyez qu'on peut être un auteur dans les Laurentides et avoir du succès à l'international bien bien loin de chez nous. Hein. C'est pas la France là, c'est la Corée là, c'est pas à côté. Donc je vous dis à très bientôt après la petite pause qui nous attend. Merci, à tout à l'heure. Nous sommes de retour, toujours à Cause Toujours, avec l'Association des auteurs des Laurentides et mon invité spécial, Denis Vézina, pour la dernière partie. On a fini la partie précédente où je vous ai montré rapidement le livre de Victor, un des volumes du livre de Victor, qui est aussi édité, publié en coréen. Donc, si vous avez envie d'apprendre le coréen, ben, vous pourriez déjà commencer avec le livre de Victor traduit en coréen. On parlait hors antenne des difficultés qu'ont les auteurs à gagner leur vie. Hein. C'est pas facile. Les éditeurs ont des difficultés eux aussi. Et puis on essaye de trouver peut-être d'autres solutions. On cherche du moins, mais ça n'empêche que ça reste important, la littérature. Et puis l'écriture, et puis la lecture. Donc on revient là-dessus. Et bon, je suis passionné d'histoire maintenant,
contrairement à quand j'étais jeune, et surtout de romans historiques, parce que c'est plus facile pour moi de m'identifier. Et j'aimerais bien que Denis nous décrive un petit peu, ben, en gros, là, on va pas dévoiler tous les secrets qu'il y a dans les 2 tomes de Molly, mais où ça se passe, quand est-ce que ça se passe, de manière à ce que peut-être les téléspectateurs puissent s'identifier comme moi au personnage ou à un personnage. Oui. Alors, il y a 2 tomes. Ça fait quelques années que je les ai écrits. Je les ai relus. C'est pas mal bon, finalement. Le lecteur critique Oui. est satisfait de l'auteur. Oui, c'est quand même pas mal. C'est un livre d'aventure. C'est un livre que vous commencez à lire. C'est difficile d'arrêter parce qu'il y a des péripéties qui s'embarquent les unes par-dessus les autres. Le premier roman, le premier tome, ça s'appelle Molly Galloway, mais ça s'appelle aussi Gloire aux vaincus. Gloire aux vaincus, et le second s'appelle Gloire aux vainqueurs. Ah, ok. Alors, Et de Gloire côté? aux vaincus de Molly. Molly, c'est une jeune... En fait, on va suivre Molly Galloway, qui est une jeune Irlandaise de 9 ans à peu près 40 ans. Donc, c'est un peu toute sa vie, en fait, une grande partie de sa vie. Le premier tome débute en Irlande, en 1847, la grande famine d'Irlande qui a fait en sorte qu'il y ait qui a précipité plein d'Irlandais sur les mers et en direction de l'Amérique. Donc, elle doit quitter l'Irlande. Elle arrive au Québec, elle arrive à Grosse-Île, qui est l'île de la Quarantaine à l'époque. Elle arrive aussi où il y a des épidémies, c'est de circonstances ces temps-ci. Donc, elle vit des grandes épidémies de famine, de typhus, de dysenterie et tout ça. À Grosse-Île, il y a des milliers de morts d'Irlandais sur cette île-là. Ensuite, elle va se retrouver à Montréal. À Montréal, elle va aller à l'Institut canadien. L'Institut canadien, à l'époque, c'était une espèce de bibliothèque qui réunissait des intellectuels, protestants, catholiques, immigrants, qui avaient des idées et qui partageaient des idées de l'époque, des idées de libre pensée, de laïcité, qui avaient vraiment des idées ouvertes. On parle souvent que le Québec est refermé. En tout cas, on a beaucoup cette image-là du Québec refermé, replié sur lui, puis tout ça. L'Institut canadien, c'était exactement le contraire. Et il y en avait un peu partout au Québec. Et qu'est-ce que c'était? Il servait à quoi cet institut? C'était quoi leur mission? Leur mission, c'était vraiment de réunir des gens intéressés à venir discuter, à venir parler de politique, d'économie, de société, avec les idées qui pouvaient venir d'Europe, des États-Unis, d'un peu partout. Donc, c'était pas du tout en vase clos, comme on imagine souvent le Québec. Non. Refermé sur lui. C'est l'époque de Socrate, là, où chacun vient partager des idées, et de là sortaient des options pour vivre. Oui, et il y avait entre autres Joseph Guibord, que vous connaissez peut-être, qui était un typographe, donc qui publiait, tous ces gens-là publiaient aussi des journaux, faisaient des conférences. C'était très... Des grands sages qui réfléchissaient. Oui, des gens qui réfléchissaient. Donc, elle va se retrouver un peu dans ce milieu-là. Par la suite, elle va être contrainte. En fait, là, je ne vous raconte pas tout. Non, non, on ne veut pas. On veut avoir un peu de surprise quand même. Oui. Alors, elle va se retrouver aussi avec Harriet Tubman. Harriet Tubman, c'est une esclave noire qui va aller libérer des esclaves au sud des États-Unis, dans les États esclavagistes des États-Unis.
par le chemin de fer clandestin. Le chemin de fer clandestin, qui n'était pas un chemin de fer, il n'y avait pas de train vraiment, c'était des pistes, en fait, où les esclaves partaient du sud, puis allaient, par exemple, c'était souvent des Quakers qui allaient les héberger. Donc, ils passaient comme ça d'une maison à une autre, d'une cachette à une autre, pour aller jusqu'à la frontière canadienne, alors que le Canada n'existe pas encore. C'est plus tôt. Donc, ils vont être libérés en traversant la frontière. Harriet Tubman, c'est un personnage extraordinaire. Et Molly Galloway va faire sa connaissance. Mais c'est fantastique, parce que rien que là, sur le tome 1, on couvre toute la grande période de l'Irlande, avec tout ce qu'on sait de tous ces gens qui ont fui leur pays pour aller chercher un monde merveilleux et fantastique, avec les grandes épidémies, et puis avec l'esclavagisme. Oui. C'est des leviers énormes dans la grande histoire. Oui. Et cette femme-là traverse tous ces Oui, événements oui. à elle toute seule, et on n'est qu'au Oui. premier tome. Oui, exactement. Wow, Elle quelle fait beaucoup de vie, choses. Oui. héroïne. Oui, puis il y a un lien avec qu'on peut faire avec aujourd'hui. On voit qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump et les États du Sud et centre des États-Unis, puis le Nord. On voit qu'il y a vraiment une distinction à faire au niveau des mentalités. Puis ça se voit aussi historiquement, puisque les États esclavagistes étaient au sud des États-Unis, les États plus industrialisés étaient au nord. Puis on voit qu'il y a deux mentalités, puis ces deux mentalités-là, mais ça se répercute jusqu'à aujourd'hui. Oui, ils sont toujours partagés en deux. Il y a Oui. toujours cette fracture énorme entre eux, là, Exactement. l'histoire n'a jamais comblé. Ça. Exactement. Donc, on retrouve un peu de tout ça là-dedans. Alors, c'est ça, elle va participer à ça. Elle va avoir plein d'aventures, évidemment. Et puis, elle va tomber en amour. Ah, ben oui. C'est normal dans C'est un roman normal, historique. mais Il faut du effectivement, romanesque. mais elle va tomber en amour avec un noir. Donc, à l'époque, c'était... Oh, Ça se pouvait même pas. Mais Harriet Tubman avait quand même quelques pouvoirs, disons, sur les gens d'église de l'époque, surtout du côté protestant. ok. Donc, le premier tome se rend jusqu'à la guerre civile américaine. Et le deuxième tome, ben là, c'est vraiment, on rentre dans la guerre civile américaine. Et évidemment, ben, le mari de Molly Galloway, qui est noir, va s'impliquer dans la guerre. Et elle aussi, elle va devenir espionne. Harriet Tubman était vraiment un chef de guerre pendant la guerre civile américaine. Elle va devenir une de ses espionnes. Et donc, elle va se promener un peu partout. Et il va y avoir, par exemple, puis tantôt on parlait justement des coins sombres de l'histoire, ben il y a ce qu'on appelle le cercle d'or, qui est vraiment un fait historique. Le cercle d'or a vraiment existé, mais on le connaît peu parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de données fiables sur le cercle d'or. Donc, on va le retrouver dans les livres d'histoire, mais très peu élaboré. C'est très peu élaboré. Le cercle d'or, c'était un peu une entreprise diplomatique, en fait, pour faire en sorte que le Sud esclavagiste soit reconnu par différentes nations, la France, l'Angleterre, mais ils vont aussi vouloir faire en sorte que des pays des Antilles, des pays d'Amérique du Sud qui étaient esclavagistes le redeviennent. OK. Alors, ils vont vraiment agir pour faire en sorte que être reconnu par les grandes nations. Le pape, entre autres, le pape qui avait des affinités
en quelque part, avec le Sud, parce que le Sud était quand même beaucoup plus euh, civilisé et riche que le Nord. Le Nord, c'était l'industrie, c'était les grandes villes, c'était beaucoup d'immigration, beaucoup de religion. Donc, Oui. ça faisait, pour la papauté, c'était pas vraiment... Non, non. c'était un lieu de perdition, un peu, Le le Sud Nord. est beaucoup plus croyant et Exactement. catholique, C'était, pur et dur, oui, c'était des gens qui avaient une, euh, une moralité Mm. plus adaptée pour le pape pour le pape. que le Nord. Mm. Donc, ils vont essayer un peu de faire en sorte que le Nord soit isolé. Le Nord aussi était industrialisé, donc rentrait en compétition avec l'Angleterre, avec la France, alors que Mhm. le Sud était un producteur de produits, Que l'Europe c'était n'avait le pas. coton. Mhm. Donc, ils produisaient le coton, Au ils contraire. exportaient le coton dans les manufactures à Londres, Mhm. en Angleterre, Qui faisaient, eux, beaucoup qui, d'argent. eux, faisaient beaucoup d'argent. Donc, il y avait des liens Mhm. internationaux que le Nord n'avait pas. Puis, il y avait aussi le fait que, à Montréal, par exemple, Jefferson Davis, qui est le président de la Confédération sudiste, donc esclavagiste, lui, il va venir mettre sa famille à l'abri à Montréal. Et- Parce que c'est plus parce sécuritaire. que c'est plus sécuritaire, parce que aussi l'Angleterre voit Ouais. le nord des États-Unis comme un compétiteur. Mhm. Donc, ils ne sont pas nécessairement chauds à l'idée que le nord prenne plus d'ampleur. Moi, j'ai une question sur... vous êtes un auteur homme et vous avez pris une héroïne femme, Oui, surtout à cette époque-là. Hein. Bon, on le sait, en plus on entend le voyage, la guerre. Bon, c'était très souvent des initiatives possibles pour les hommes. On sait qu'en réalité, il y a eu de très grandes aventurières, de très grandes guerrières, oui, mais de manière commune, on va dire que les femmes étaient quand même sous l'emprise masculine. Et là, c'est délibéré que vous avez pris une héroïne féminine? oui, 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 c'est délibéré. J'ai fait de l'appropriation de genre, on va dire. Mais oui, c'est délibéré parce que, en fait, je voulais parler justement des esclaves. Je voulais Ah, parler, ok. en fait, je voulais parler des, des gens qui cherchaient à se libérer. Donc, pour moi, la cause féminine, la cause féministe, Oui, faisait partie un peu de ça. Puis oui, c'est aussi à cette époque-là que les femmes vont aussi tenter d'obtenir plus de droits. oui. Donc, pour moi, ça allait de pair avec Ok. toutes les luttes, en fait, les luttes contre l'esclavage, mais les luttes féministes aussi, Et là. vous voyez, c'est Donc, intéressant parce qu'au travers de votre choix, on découvre que vous voulez mettre en avant toute cette grande période où on commençait, parce qu'avant, c'était même pas, ils y pensaient même pas, ils ont commencé à se dire qu'il y avait des inégalités et qu'il y avait des peuples, des castes qui étaient soumises et enfermées et que oui, oui, on était à la grande époque de cette libération, là, oui, hein, oui, de cette tentative. oui. Mais- J'aurais pas écrit un roman en prenant la position d'une femme, parce que c'est écrit au jeu, là. oui. J'aurais pas pris un personnage comme ça, féminin, si ça avait été plus personnel, en fait, parce que je suis Ok. pas une femme. Non, ouais. Donc, ça serait difficile pour moi d'élaborer sur la condition féminine comme telle. Sauf que, sauf que c'est quand même un roman historique plus léger, on va dire. On rentre pas vraiment dans la psychologie des personnages très, très profondément. Oui, oui, on y rentre, là, mais je veux dire, il reste que un homme et une femme, c'est un être humain, là. Il y a quand même des Des similitudes. similitudes. Oui, oui, oui. Donc, je pense que je suis capable d'évaluer ça.
être rentré vraiment dans ce qu'est une femme et la féminité, ben, j'aurais pris un homme plutôt, ça Oui, aurait été plus ça c'est facile pour clair. moi. Oui, oui. Mais compte tenu du fait que c'est un roman historique et que je voulais justement parler des différentes luttes Oui, c'est qui ça. se tenaient à cette époque-là, ben, j'ai choisi d'avoir une héroïne Oui, plutôt non, mais c'est un grand symbole sur cette époque. En plus, vous balayez sur plusieurs pays, hein. Oui, oui, Ça part de l'Irlande, et puis on passe par le Canada, puis on descend c'est ça. jusque dans le sud des États-Unis. Donc c'est très marquant. C'est une période charnière et clé, notamment pour toute l'Amérique du Nord. C'est Euh, fondamental, cette période-là. Et justement, on voit les répercussions jusqu'à aujourd'hui, là. C'est c'est ça. évident aujourd'hui, particulièrement ces temps-ci. C'est à ça que sert l'histoire, à mieux comprendre notre présent et peut-être à mieux appréhender notre futur, si on peut le faire. Ben, écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant et très agréable de découvrir à la fois vos personnages, vous-même, la richesse de l'auteur que vous êtes et qui met au service de vos livres tout ce talent. Moi, je vous rappelle que ben, l'Association des auteurs des Laurentides est là pour vous faire découvrir les auteurs. Plus que jamais, on a besoin de vous. On a une chaîne YouTube où vous pouvez revoir également ces émissions. Vous pouvez les revoir sur la chaîne de la TVCL. Puis vous pouvez les revoir un petit peu plus tard sur notre chaîne YouTube. Tous nos auteurs, petit à petit, ils s'y mettent, ils enregistrent des capsules pour vous parler d'eux-mêmes, de leurs livres. Et puis vous savez, vous le savez depuis longtemps, que les auteurs aiment que vous leur parliez, que vous leur posiez des questions, que vous réagissiez. Donc on est à l'ère du numérique et des médias sociaux. Alors n'hésitez pas là. Posez des questions en allant voir la chaîne YouTube, posez des questions sur nos Facebook. Nos auteurs se feront un grand plaisir de vous répondre. On vous réserve beaucoup de belles surprises dans l'année, à vous les auteurs des Laurentides et puis à vos lecteurs. Et puis on a besoin de vous pour nous encourager. Nous allons faire même des émissions avec vous. Donc avec très grand plaisir, on espère vous retrouver. Merci beaucoup et merci à la TVCL. Merci, au revoir.